Bonjour à tous. Bienvenue à cette visioconférence organisée par la 3AF Groupe Provence ainsi que l'IFURTA d'Aix-en-Provence. Merci. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Merci d'assister à cette première conférence numérique organisée par la 3AF et en particulier ici en partenariat avec l'IFURTA. Avant d'aller directement dans la présentation de notre conférencier, juste quelques petits mots sur la 3AF et sur l'IFURTA. Alors la 3AF, qui est l'Association aéronautique et astronautique de France, est constituée et existe depuis les années 1970. Tu peux donner un petit coup, Florent, voilà. D'accord. Cette association est constituée de 1500 membres individuels et c'est bon, et de 88 membres collectifs, parmi lesquels vous reconnaîtrez les sigles de grands noms de l'aéronautique, bon, les membres fondateurs CNES, DGA et DGAC, mais aussi des grandes entreprises, Airbus, Dassault, des PME, Polyshape, Trescal, et ainsi que des organismes de recherche et de formation, donc l'ONERA, le groupe ISAE, l'IPSA et bien d'autres organismes de formation et de recherche. Nous avons, la 3F est organisée en commissions techniques. Voilà. Nous avons 20 commissions techniques qui, au niveau national, sont là pour bâtir du savoir autour d'un certain nombre de domaines. Alors là, il y en a 20, j'en ai illustré que quelques-uns. Les hélicoptères, les avions, la propulsion électrique, les satellites, les lanceurs. Et ce savoir technique est échangé autour de conférences et de colloques internationaux qui sont donnés. Donc, dans la situation actuelle, on en maintient quelques-uns complètement numériques, mais habituellement, dans des situations normales, on a entre 8 et 10 colloques internationaux par an, donc autour de thèmes comme l'aérodynamique, l'optronique, les systèmes temps réel, la propriété intellectuelle et l'électrification du transport aérien. Donc ça, c'est au niveau national pour construire du savoir. Et au niveau local, la 3F a 16 groupes régionaux, dont celui de Provence qui couvre l'académie, en gros, donc avec le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et le but du groupe régional est de faire ce que nous faisons ce soir et de diffuser, grâce aux membres de son réseau, diffuser l'intérêt, la connaissance du monde aéronautique et aérospatial au plus grand nombre. Donc nous le faisons en partenariat avec différents acteurs, d'autres acteurs associatifs, mais aussi avec des ensembles universitaires comme aujourd'hui avec l'IFURTA. Voilà, je vais laisser. Merci pour votre attention. Je reprends la parole tout à l'heure pour vous présenter et introduire notre conférencier. Je laisse la parole à Madame Laborde, qui est la directrice de l'IFURTA. Bonjour à tous, merci beaucoup de me laisser la parole et merci pour l'organisation de cette conférence et merci au conférencier Monsieur Fontaine. Donc juste quelques mots de présentation sur l'IFURTA et sur le pôle transport que je représente. Donc le pôle transport d'Aix-Marseille Université est rattaché donc à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université et il a pour objet de, comme je l'ai écrit sur le support, d'animer, de promouvoir, de développer des formations professionnelles, universitaires et très professionnalisantes, et également par le biais de mémoires de recherche et de colloques, justement, de contribuer à la recherche appliquée en droit maritime et droit des transports terrestres et droit aérien. Donc, ce pôle transport s'appuie sur deux composantes, deux instituts majeurs qui ont été aussi créés dans les années 70, donc le CDNT, qui est le Centre de droit maritime et des transports terrestres, donc créé en 74 par deux professeurs de droit,
Monsieur Per Bonassis et Monsieur Christian Scapel, donc pour la partie droit des activités maritimes et droit des transports terrestres, et l'IFURTA que je dirige, donc qui est l'Institut universitaire de formation universitaire et de recherche du transport aérien. Donc créé aussi dans les années 70, en 1976, par Gabriel Vezo, un ingénieur de l'aviation civile. Donc cet institut est en partenariat assez étroit avec la DGAC, et donc il est spécialisé en droit et management du transport aérien. Donc, on voit bien que c'est du droit, mais pas seulement. Il y a aussi une partie très pluridisciplinaire sur le transport aérien au sens large. On peut passer à la slide suivante, où je vous présente rapidement nos différentes formations. Donc, je vous ai mis en gras les formations plus liées à l'aérien, mais on a évidemment un M2 en droit et management des activités maritimes, un DSUI qui est en train d'être créé pour la prochaine rentrée, activités maritimes et portuaires, une licence professionnelle qui est rattachée au port de Marseille, donc une licence professionnelle logistique et transports internationaux, et un M2 en droit des transports terrestres. Pour ce qui est de l'IFURTA et de nos formations en matière de transport aérien, donc on a un diplôme national qui est le Master 2 en droit et management du transport aérien, donc ouvert évidemment à des juristes puisqu'on est rattaché à la fac de droit, mais comme je vous l'ai dit, il y a une dominante aussi de management du transport aérien, donc on a cette année notamment des ingénieurs aéronautiques, on peut avoir des étudiants en école de commerce ou voilà dans d'autres secteurs que le droit. Donc c'est ça aussi qui apporte une richesse dans la diversité des profils de nos étudiants. Et on a pour compléter ce master 2 deux diplômes universitaires, donc un DSU avec un peu plus d'heures et un CESU, un certificat d'études supérieures universitaires où là il y a que 4 semaines de séminaire. C'est un complément à M2 pour nos étudiants alternants, puisque notre Master 2 et l'ensemble de nos 3 Master 2 sont ouverts à l'alternance, et on encourage vivement à ce que nos étudiants suivent cette formation en alternance, parce que ça leur permet d'avoir vraiment plus de chances de mieux s'insérer après un an d'expérience professionnelle à la sortie de leur diplôme. Donc, les étudiants alternants suivent ce fameux CESU, et les non-alternants donc ont un peu plus de temps, vu que l'alternance c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'université. Les non-alternants suivent le DSU, donc diplôme d'études supérieures universitaires en management du transport aérien, donc qui représente 14 semaines de séminaires sur des thématiques de l'aéronautique, donc la sécurité des vols, la sûreté aérienne, le développement durable, l'environnement, la gestion de crise et communication, le fret aérien, le droit aérien évidemment, etc., etc. Je ne vais pas tous les décliner. Ce qui est important peut-être que vous sachiez, c'est que ce DSU est ouvert aussi, pas seulement aux étudiants, mais à des professionnels qui seraient en activité ou en reconversion. Et ils peuvent suivre ce diplôme sur 1 an, 2 ans ou 3 ans pour lisser les 14 semaines pour leur permettre de continuer à suivre leur activité professionnelle. Donc ça peut éventuellement intéresser cette partie-là pour la cible professionnelle. Voilà, donc formation initiale et formation continue, c'est ce que je vous ai dit. On essaye d'encourager et de développer vivement l'alternance. Cette année, pour vous donner un ordre d'idée, sur 27 étudiants, nous avons 20 alternants. Et nous avons 5 professionnels qui suivent le DSU en parallèle. Donc voilà, formation très pluridisciplinaire, je l'ai dit, ce n'est pas seulement que du droit aérien, on voit l'ensemble des thématiques qui touchent à l'aérien et l'aéronautique, et formation professionnalisante. Ce sont, alors évidemment, il y a quelques professeurs universitaires qui donnent les cours pour le M2, mais globalement, ce sont des intervenants professionnels en activité qui dispensent les interventions et les cours, ce qui donne vraiment une réelle plus-value à nos différents diplômes, et permet aussi pour les étudiants et stagiaires présents d'élargir assez grandement leur réseau. Et on tient sur ce réseau important des anciens de l'IFURTA et des partenaires de l'IFURTA. Voilà, je m'arrête là, et n'hésitez pas, ceux qui auraient des questions, à passer peut-être via l'A3AF j'y répondrai bien volontiers. Alors, je vois une question, est-ce que le droit spatial est inclus à l'IFURTA? C'est le droit plutôt aérien. On aborde le droit spatial dans un cours sur le spatial, mais pas au sens du droit, mais la conquête spatiale, on va dire. Donc là, il y a quelques heures, et surtout, le droit spatial est vu dans la partie assurance aérienne et spatiale, où vous avez quelques interventions. D'ailleurs, c'est en ce moment le séminaire assurance aérienne et spatiale, quelques interventions sur cette thématique-là.
On est amené également à en parler dans quelques interventions sur le séminaire de droit aérien, à faire des parallèles évidemment. Et vu qu'il y a peu de cours sur le spatial, on a fréquemment fait des colloques sur ce thème-là. Il y en a eu un il y a 2 ans sur le développement des activités spatiales. Donc voilà, on l'aborde un petit peu, mais c'est pas notre enseignement en majeur, si vous voulez. C'est vraiment le transport aérien et avec quelques volets où on essaye de l'aborder néanmoins. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet Pôle Transport IFURTA. Il y a nos coordonnées si besoin. Merci à tous et bonne conférence. Merci, Madame Laborde. Alors, une petite introduction de notre conférencier ce soir, Monsieur Alain Fontaine. Monsieur Alain Fontaine, merci d'abord d'avoir accepté de nous faire cette présentation sur ce thème de sortie de crise. Alain Fontaine donc est actuellement le président fondateur d'une société, qui est la société Pégase. D'accord. Cette société est une société, corrigez-moi Alain si je dis des bêtises, mais c'est une société qui est dans le domaine des nouvelles technologies autour de la photonique. Alain Fontaine, avant ce parcours de chef d'entreprise, a eu un parcours dans un grand groupe, le groupe Airbus, jusqu'en 2016, ou de 2012 à 2016, il a assuré les fonctions de vice-président des donc Emerging Technology et Concept, donc pour la France, l'Espagne et le Royaume-Uni pour les avions. Auparavant, il avait été pendant quelques années le président d'Airbus Military France, donc qui développait la 400, mais aussi oui la 400. Hein, c'est bien ça, c'est la 400. Et auparavant, au tout début de sa carrière, eh bien, il était au sein d'une entreprise qui s'appelait Aérospatiale, qui allait devenir Airbus, et il était directeur du programme de la famille A300. Programme qui, à cette époque-là, il nous le rappellera sûrement, n'était pas promis à l'avenir radieux auquel il est arrivé actuellement. Et donc Alain est diplômé de l'école d'ingénieur de l'ENAC. Voilà. Alain, c'est à vous. Eh bien, on va y aller. Bien. Donc, comme beaucoup d'entre vous, j'aurais bien entendu préféré faire cette conférence en présentiel et avoir en face de moi l'assistance. Mais il faut s'adapter, c'est la vie. Et donc, c'est avec plaisir que je suis avec vous pour avoir cette conférence dont l'objectif est de partager une réflexion sur l'aéronautique post-Covid. Alors, je dis bien, il s'agit d'avoir une réflexion parce qu'on est dans une situation qui est extrêmement complexe et quiconque prétend avoir des certitudes sur l'avenir de l'aéronautique, eh bien, ma foi, se fait des illusions. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation où on peut consolider des éléments de réflexion, voir des axes possibles, et puis après, les événements donneront leur vérité. Alors, dans ce type de démarche, il me semble important d'abord d'avoir une réflexion sur l'histoire. Alors, l'histoire est importante en ce qu'elle nous permet d'avoir des déterminants sur notre avenir. Comme dit l'autre, si on ne sait pas d'où on vient, c'est difficile de savoir où on va. Dit en termes plus élégants, il faut comprendre l'histoire de ce sur quoi on travaille. Et donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir sur des éléments clés, des éléments dimensionnants de notre industrie aéronautique qui, à mon avis, donnent des clés sur ce que peut être son avenir. Alors, on ne va pas remonter à Icare, on ne va pas remonter à Pégase, hein, bien que ce soit le nom d'une belle compagnie. On va commencer par parler du programme Concorde, parce que c'est un programme qui a été structurant pour notre industrie, et c'est un programme qui, par pas mal d'aspects, peut être vu comme le reflet de certains événements actuels.
Et donc, avoir une réflexion sur ce programme ne me paraît pas inutile lorsque l'on veut réfléchir à l'évolution de notre industrie. C'est un programme qui a été fondateur, qui a été lancé dans les années 60 par le général de Gaulle, et c'est un programme absolument fabuleux, puisque c'est un avion qui volait un Mach 2.2, un avion qui se dilatait de 20 cm pendant le vol, puisqu'il volait pendant 4 heures en supersonique, créant donc des échauffements de la structure, créant une dilatation significative qui conduisait donc à ce que l'aménagement commercial soit monté sur des roulements pour le dissocier de la structure. C'est un avion qui avait des commandes de vol électriques alors que les microprocesseurs n'existaient pas. C'est un avion qui avait des performances aérodynamiques remarquables. Et c'est donc un appareil qui a permis d'acquérir des technologies, de créer un réservoir de compétences, que ce soit au niveau des ingénieurs, au niveau des techniciens, des ouvriers, qui a été remarquable. J'ai bien connu un des pilotes d'essai de Concorde, Gilbert Defer, qui disait, au temps de Concorde, même le balayeur était fier de balayer le hall Concorde. Et cet avion a permis donc à notre industrie d'avoir une reconnaissance internationale et de se structurer. Beaucoup des éléments de l'organisation du transport aérien, de l'industrie aérienne en France, vient de ce qui a été fait à cette époque-là. Mais il s'avère que quand j'ai rejoint Aérospatiale dans les années 80, lorsqu'on rentrait dans l'entreprise, on faisait un tour des différents départements, et j'étais au département des contrats le jour où on a livré le dernier avion, le 16e avion Air France, et cet avion a été vendu pour, à l'époque ce n'était pas l'euro, c'était pour 1 franc. Parce que c'est un avion qui a été un échec commercial. Pourquoi un échec commercial? Parce que c'est un avion qui a été, n'ayons pas peur des mots, tué par nos amis américains. Puisque c'est un avion qui était conçu essentiellement pour la ligne Paris-New York ou Londres-New York, puisque l'avion a été fait avec les Anglais. Et les Américains ont décidé donc que l'avion ne pourrait pas s'opposer à New York parce qu'ils voulaient le tuer. Il y a eu des archives qui ont été publiées, où on entend le président Kennedy appeler le président Transworld Airlines, qui avait commandé des Concorde, où il lui demandait d'annuler ses commandes, sinon, disait-il, il aurait affaire personnellement à lui. La FAA avait aussi consigne de veiller à ce que l'avion ne puisse pas se développer commercialement. Et donc là, on voit un élément important, c'est qu'une industrie, quand elle n'est pas supportée par une politique forte, une politique puissante, est une industrie qui est vulnérable. Cette réalité des années 70-80 est une réalité qui est encore actuelle. S'imaginer qu'une industrie peut être solide uniquement grâce à la technologie, grâce aux compétences techniques, est un doux rêve. Une industrie, bien entendu, doit avoir des fondamentaux solides techniquement, puisque c'est la base de notre métier. Il faut qu'on soit en capacité de garantir la sécurité, de garantir les performances. Et il ne faut jamais oublier qu'une industrie doit être supportée par un pouvoir politique fort en capacité d'imposer ses produits ou de résister à des attaques qu'il pourrait subir. Et aujourd'hui, on n'aime pas l'Europe. La dimension pour être face aux Américains, face aux Chinois, c'est au minimum l'Europe. Je crois que c'est une leçon qu'il ne faut jamais oublier, même si les coopérations sont des exercices qui sont extrêmement difficiles. J'ai assisté il y a 3 semaines à l'audition d'Antoine Bouvier au Sénat à propos des difficultés qu'il y a aujourd'hui avec le programme SCAF pour trouver des accords entre les Allemands, les Français et les Espagnols pour ce nouvel avion de chasse. Et Antoine Bouvier disait très justement, la coopération, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il faut faire des efforts, il faut faire des concessions. Mais aujourd'hui, eh bien, compte tenu des enjeux, compte tenu des sommes qui sont à mettre sur la table pour développer des nouveaux programmes, eh bien, un pays comme la France n'est pas en capacité tout seul de porter ce type de programme et donc doit accepter cette règle de la coopération, cette règle des partages.
Hein. Donc ce sont des réalités qu'il faut intégrer, qu'il ne faut jamais, je pense, oublier. Donc, une fois brossé cette première étape, dont je souligne une nouvelle fois le caractère structurant, parce que, je le répète, c'est grâce à Concorde, et j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler avec des gens qui avaient développé cet avion. Ce sont des gens qui ont été en capacité de faire des choses assez exceptionnelles. Et lorsqu'ils ont eu à rentrer sur des programmes plus conventionnels du type de ceux d'Airbus, eh bien, je dirais que c'est un exercice qu'ils ont fait plus facilement parce qu'ils maîtrisaient la technologie. Nous sommes dans le transport aérien, dans l'industrie aérienne, une technologie dont le fondement est technologique, dont la compétence technique est un élément essentiel. Et c'est quelque chose qui a été intégré en particulier au niveau des administrations avec les concepts de Design Organization Approval, de Production Organization Approval, dans lequel on privilégie les process et pour lesquels on attire l'attention sur la nécessité d'avoir des directions techniques fortes. Lorsqu'on vend des avions, lorsqu'on négocie des avions, il y a un critère qui n'est jamais évoqué, mais qui est à la base de tout, c'est la sécurité des vols. La sécurité est considérée comme quelque chose que l'on doit. Ça veut dire que lorsque l'on conçoit un avion, lorsqu'on conçoit un hélicoptère, eh bien, il faut parfaitement maîtriser ce qu'on fait, parce que si on le fait mal, eh bien, ce sont des vies qui sont en jeu et ce sont des catastrophes d'abord humaines. J'ai eu la tristesse d'en vivre une, puisque j'étais au support d'ATR lorsqu'on a eu un crash en Italie et j'étais un des premiers à être sur le site et voir le malheur qui se produit lorsqu'il y a un crash. Ce sont des vies qui sont brisées. Et à côté de ça, ce sont aussi des enjeux économiques, des enjeux industriels majeurs qui sont remis en cause. Donc, ne jamais oublier la nécessité d'avoir des fondements technologiques. Sur un avion, on installe, on ne met des choses que si on les maîtrise, que si on les comprend. Et le Concorde a permis d'avoir toute une génération d'ingénieurs qui ont été des ingénieurs de très grande capacité et qui ont permis de disposer de la technologie nécessaire pour développer l'avion qui va faire le succès de notre industrie, qui sont les avions de la famille Airbus. Donc, dans les années 70, on se rend compte de la nécessité d'avoir des coopérations. Et donc, 4 pays, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et la France, décident de mettre en place une organisation commune pour développer l'industrie du transport aérien. Chacun ayant conscience que tout seul, il ne pourrait pas y parvenir. Alors, un élément, il y a des gens qui sont dans l'univers du droit, il est toujours important d'avoir une bonne vision des outils, d'avoir les outils pertinents, en particulier les outils juridiques, les outils d'organisation qui permettent de bien travailler. Dans les années 70, on a mis en place, pour développer le transport aérien, une organisation que les Américains ont eu du mal à comprendre parce qu'ils auraient pu la tuer 10 fois. Ça a été une organisation du type GIE, un groupement interéconomique, qui permettait donc d'avoir face aux clients une seule interface qui était le GIE, mais qui permettait de regrouper 4 industries qui gardaient leur autonomie. Et ça a été quelque chose qui a été fondateur pour le développement de notre industrie. Il n'était pas possible à cette époque en particulier de mettre en commun les éléments du transport aérien, puisque si on prenait par exemple aérospatial avait une partie avion, mais avait aussi la partie missile, la partie liée à la force de frappe, la partie satellite et la partie fusée. Il était hors de question de tout mettre ensemble. Donc il fallait une organisation judicieuse qui permettait donc de travailler ensemble, que le client ait une seule interface, mais que derrière, eh bien, il y ait des industriels qui sont en capacité de réaliser les travaux nécessaires à la livraison des engagements que prenait le GIE. Bon. Ce qui a été très important à noter, c'est que dans ce GIE, il y a une organisation par laquelle chaque industriel avait un retour industriel à la hauteur de l'investissement qu'il mettait dans le GIE. La France et l'Allemagne ont eu 38%, les Anglais ont eu 20%, les Espagnols 4%. Alors,
Pourquoi les Anglais ont eu 20%? Et là aussi, on retrouve une constante qu'il faut toujours avoir à l'esprit parce on l'a revue dans les années 2000 et on la revoit en ce moment. Les Anglais étaient partagés entre l'Europe et les États-Unis. Il faut savoir qu'en Angleterre, la politique industrielle du pays est surtout pilotée par Rolls, le fabricant de moteurs avions, qui à l'époque avait comme clients principaux Boeing, Lockheed, Douglas, qui voyaient donc qu'en Europe, il y avait une volonté de développer une industrie aéronautique, mais il était partagé. Et comme un petit peu avec les histoires de Brexit, il y a eu une certaine schizophrénie entre une fois on se tourne vers les États-Unis, une fois on va vers l'Europe. Et à la fin, finalement, ça s'est terminé par une participation des Anglais, de British Aerospace, à hauteur de 20%, une partie moindre de celle des Allemands et des Français. La France a eu à cette époque donc le leadership du développement des avions, sachant que c'est quelque chose qui a toujours un petit peu embêté nos amis allemands, qui considéraient que la prééminence de la France n'était pas la conséquence nécessaire de son talent, mais du fait qu'après la guerre, eh bien, les Allemands n'ont pas pu développer leur industrie aéronautique comme a pu le faire la France. Et il y a eu toujours ces tensions amicales qu'on a suggérées, mais qui sont toujours des constantes de la relation franco-allemande. Et on le voit encore lorsque l'on suit ce qui se passe pour le SCAF, où Dassault est le maître d'œuvre, mais où les Allemands n'acceptent pas de travailler sous l'autorité de Dassault. Ils veulent une organisation commune dans laquelle ils auront des capacités managériales, des capacités de décision. Ce sont des éléments, lorsqu'on regarde l'industrie européenne, en particulier l'industrie aéronautique, la politique européenne, sur lesquels il faut avoir une certaine attention. Un élément important donc, du succès d'Airbus, c'est que dès le début, il y a eu une recherche d'une efficacité technique et industrielle qui s'est matérialisée par ce qu'on appelle des work sharing, des partages de travaux qui ont été clairs et qui ont évité ce qui s'était fait sous Concorde et ce qui s'est fait sous le programme militaire, des redondances dans les tâches. L'avion a été partagé de manière claire et chaque partie était responsable d'un ensemble dans sa totalité. L'autre élément qui est important et qui reste aussi d'actualité, c'est que le GIE Airbus était porteur d'une ambition. Une industrie, un pays doit avoir une ambition, doit avoir une volonté forte. On n'a pas vocation à travailler avec l'objectif d'être la dernière roue du carrosse ou de voyager dans le wagon de queue. Dès le début, Airbus, malgré les difficultés qu'il y avait avec la naissance de cette industrie, mais parce qu'on était dans la continuité de Concorde, un succès technologique, il y a eu une ambition forte et supportée par les gouvernements, supportée par les États. Lorsqu'on s'engage dans des programmes industriels, lorsqu'on s'engage dans des batailles, il ne faut pas faire les choses à moitié. Il faut se donner les moyens du succès, il faut de l'ambition, il faut de l'énergie, il faut des ressources. Un élément important lorsqu'on observe Airbus, et donc là j'intègre donc l'histoire, mais aussi ce qui se passe en ce moment, ça a été une volonté constante d'innovation. Lorsqu'on analyse ces 50 dernières années, lorsqu'on regarde ce qui a été fait, tout n'a pas été réussi. Il y a eu des échecs, il y a eu des difficultés. Qui, dans une vie, peut prétendre avoir tout réussi, que ce soit une vie humaine ou une vie industrielle? Je ne crois pas grand monde. Mais ce qui est important, c'est, je crois, de regarder les axes forts, de regarder qu'est-ce qui structure les démarches, et ce qui est vrai pour des individus est aussi vrai pour une entreprise. Et Airbus a eu cette capacité, je crois, constante d'innover et de faire des choix pertinents quand il le fallait. D'abord, à sa création, il y a eu la vision d'un ingénieur remarquable qui s'appelait Roger Béteille,
de dire le Airbus va être utilisé dans un premier temps pour développer un A300. Et l'A300, donc, c'était un avion biréacteur de grande capacité qui permettait donc d'avoir des coûts d'exploitation au siège meilleurs que ceux en particulier de la famille Boeing, puisque déjà le 737, il faut avoir en tête, j'y reviens tout à l'heure, que le 737 est un avion de conception des années 60. La conception de base du 737 est des années 60. Et à l'époque, il y avait aussi le DC-9. Et donc, il y a eu cette vision d'un avion biréacteur de grande capacité qui serait capable d'avoir des coûts au siège plus performants que ceux des acteurs actuels. Donc, cette volonté de se démarquer avec une bonne évaluation des capacités que pouvaient amener les moteurs disponibles à l'époque et les capacités technologiques pour avoir un avion qui serait performant économiquement. Cet avion, il y a eu assez rapidement une capacité qui a été liée à une prise de risque enfin, ça a été rapide, ça n'a pas été si rapide que ça, mais à l'échelle de l'histoire aéronautique, on peut dire que quelques années ne sont pas énormes. Ça a été la capacité qu'on a eue de vendre cet avion aux États-Unis, puisque à l'époque, eh bien, un avion qui n'était pas vendu aux États-Unis est un avion qui n'avait pas de futur. Il fallait avoir la bénédiction des compagnies américaines et la bénédiction de la FAA, le fait qu'on ait certifié l'avion, donner ses lettres de noblesse de l'avion. À l'époque, il y avait une compagnie qui s'appelait Eastern Airlines, qui était dirigée par un ancien astronaute, Frank Borman, qui avait fait le vol avec Armstrong pour le premier vol lunaire. Hein, donc, c'était lui qui pilotait Eastern Airlines. Et c'était une compagnie qui était en difficulté. Et Airbus a proposé à Eastern Airlines de mettre à sa disposition 5 avions avec les équipes de maintenance pour les entretenir pendant 6 mois gratuitement, en disant, voilà, si au bout de 6 mois vous êtes content, eh bien, on parlera achat, sinon on vous les reprendra. Ces 5 avions ont marché remarquablement bien, ont permis à Eastern Airlines de sortir de sa situation économique difficile, et donc Eastern a acheté les avions, et ça a été un élément déclencheur pour le succès commercial, parce que un avion, c'est bien beau d'avoir un avion avec des belles performances, on l'a vu avec Concorde, et si on n'est pas capable de le vendre derrière, eh bien, on a tout faux. Donc ça, c'est la première vision liée à l'A300. Après, assez rapidement, toujours donc avec des pilotes d'essai, des gens qui avaient des visions. Là, je pense à des gens comme Pierre Beau, Gilbert Defer, Bernard Ziegler, qui très rapidement ont dit nos avions, eh bien, on va pouvoir les piloter à 2. Et là, c'est l'A310, nouvelle innovation, donc avec les introductions des écrans, le concept de cockpit tout éteint, et donc une possibilité de réduire les coûts d'exploitation des avions, puisqu'une grande partie des coûts d'exploitation des avions sont liés au coût des équipages. Une seule compagnie aérienne nous a créé des problèmes à l'époque, c'est Air France, qui a voulu les A310, qui devait continuer à piloter à 3 avec un mécanicien navigant. Airbus a conçu pour eux un avion spécial qui a coûté une fortune à Airbus, à Air France. Ça a été un modèle A310 pilotable à 3, et après ils sont revenus comme tout le monde un avion piloté à 2 parce que le mécanicien navigant, avec les nouvelles technologies, n'était plus nécessaire. La notion d'innovation a continué, et donc une volonté d'avoir une politique où les produits étaient larges, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est à ce moment-là qu'il est décidé de lancer l'A320. Comme je le disais lorsqu'on a préparé cette conférence à Louis Fabre, et comme il l'a dit, j'ai été directeur du programme A320 et j'ai gardé les études de marché qui a été élaborées au moment du lancement de cet avion. Je donne régulièrement des cours, des conférences à l'ENAC, et j'ai l'habitude de poser la question, mais là je vais vous poser la question et donner ma réponse en même temps. Savez-vous combien d'avions il était prévu de vendre lorsqu'on a lancé la 320? Eh bien, la réponse, c'est 400. L'étude de marché de la 320, lorsqu'on lance cet avion, eh bien, on espère vendre au total, pas par an, au total, 400 avions.
ça relativise les pertinences des études de marché ou les gens qui vous disent j'ai bien étudié le coup, voilà ce qui va arriver. 400 avions, même aujourd'hui dans la période de crise, eh bien, on en fait plus par an que le total qu'on imaginait lancer au début. On va passer à 600 avions lorsqu'on va décider de lancer la 321, une version stretch de la 320, en disant qu'on va bénéficier de l'effet de famille et qu'à 320, à 321, les deux ensemble, eh bien, on pourrait arriver à vendre 600 avions au total. Au total. Hein. S'il y a des gens qui ont des doutes, je vous le dis, j'ai des études de marché originales, tapées à la machine comme c'était fait à l'époque. Alors après, un autre pari est fait, c'est de dire il nous faut une famille d'avions et on va lancer la 319. Tous les techniciens vous diront qu'un avion stretché, c'est-à-dire qu'un avion qui est agrandi et mieux optimisé qu'un avion qui est raccourci, parce que lorsqu'on stretch un avion, eh bien on va au maximum de ses capacités structurales, de ses masses caractéristiques, donc on l'optimise. Lorsqu'on le stretch, eh bien l'avion il est toujours plus gros, plus lourd de ce qu'il aurait pu être, mais il y a des gens qui ont dit avec justesse, le fait d'avoir une famille d'avions capable d'aller grosso modo de 130 à plus de 200 sièges va être un élément concurrentiel important et va nous permettre de gagner des parts de marché, en particulier face à la gamme 737. Hein, voilà. Et cet avion à 320, il va avoir une caractéristique qui va être ensuite généralisée sur l'ensemble des avions de la famille Airbus. Une caractéristique qui va venir des compétences qu'on avait acquises avec Concorde, ce sont des commandes de vol électriques. Donc je ne connais pas bien la population qui m'écoute, mais en deux mots, les commandes de vol habituellement, traditionnellement sur les petits avions, ce sont des commandes de vol mécaniques, c'est-à-dire que le pilote à travers le manche ou le palonnier agit via des câbles en direct sur les gouvernes de profondeur et les ailerons. Et la direction pour piloter l'avion. Lorsque l'avion devient plus gros, eh bien, on n'arrive pas à avoir les forces nécessaires pour pouvoir déplacer les gouvernes par la force musculaire des équipages. Donc, on a des commandes de vol hydrauliques. Le pilote commande un muscle hydraulique qui va positionner les gouvernes. Lorsqu'on a des commandes de vol électriques, le pilote, lui, eh bien, commande au niveau un taux de roulis ou un facteur de charge, c'est-à-dire qu'il indique à l'avion quelle manœuvre il veut faire, et c'est un calculateur qui va déterminer où positionner les gouvernes. C'est lui qui va piloter le système hydraulique de positionnement des gouvernes pour répondre à la demande du pilote. C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'intérêt des commandes de vol électriques, c'est que ça permet de protéger le domaine de vol, c'est-à-dire que le pilote ne va pas pouvoir faire certaines manœuvres là où il y a un risque. Ces commandes de vol électriques avec la protection du domaine de vol amènent un niveau de sécurité supplémentaire significatif. C'est ça qui a été développé sur la 320 et qui, par rapport aux avions de l'ancienne génération de Boeing, en particulier 737, était un élément différentiel significatif. À l'époque, il y a eu un accident assez rapidement au Mont Saint-Odile, certainement vous s'en souviennent, le savent. Ça a été dû donc à une imprudence d'un pilote dans une démonstration dans les Vosges. L'avion a été très attaqué, y compris par des politiques. Et là aussi, c'est comme dans la vie, il est important d'être en capacité de supporter les difficultés, d'y faire face, d'y répondre et de maintenir le cap. C'est ce qu'a su faire Airbus, c'est ce qu'ont su faire les partenaires d'Airbus, où, ma foi, on a gardé confiance en notre avion et on a veillé à ce que son image ne soit pas altérée, qu'il revienne rapidement en vol, de traiter éventuellement certaines difficultés qui ont pu être identifiées. Mais il faut toujours garder cette constance, ne pas s'effondrer lorsqu'il y a des difficultés. Toute industrie, toute vie industrielle a des hauts, a des bas.
L'essence du succès, c'est de savoir avoir confiance en ce qu'on fait et d'y mettre l'énergie qui va bien. D'autres innovations, la 380, donc un avion de 2 étages, qui a été lancé parce que Boeing, à l'époque, avec le 747, avait une situation de monopole, et on considérait qu'à chaque 747 vendus, Boeing faisait 100 millions de dollars de profit net qui étaient utilisés pour subventionner les ventes des autres avions, et il était apparu essentiel à Airbus de ne pas laisser Boeing en situation de monopole. C'est une des raisons essentielles du lancement de la 380, qui n'a pas eu le succès qu'on espérait, on y revient tout à l'heure. Après, il y a eu la 350, donc avec un avion avec beaucoup de composites, cette capacité donc à développer un avion avec des performances très compétitives, en particulier pour faire face au 787 et au 777. Et là, il y a un avion qui est en développement, sur lequel un bel avenir est espéré, c'est la 321 XLR, sur lequel je reviendrai. C'est un avion A321 avec un range de l'ordre de 8000 km, pouvant concurrencer des avions plus grands à des conditions économiques supérieures. Mais j'y reviendrai. Donc, ce qui est important, donc, c'est de garder cet esprit d'innovation, cette capacité donc à développer des nouveaux produits qui répondent aux besoins des clients. L'autre élément Alain, juste important, un instant, pardon Alain. Oui. Juste voilà, pour rappeler à tout le monde que vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat, dans le converser pour à l'issue de la conférence qu'on puisse les aborder. Voilà, et je vais d'ailleurs accélérer parce que je crains de ne pas tenir le temps. Un autre élément important, donc, c'est une stratégie tenue avec constance, et en particulier, un des éléments stratégiques d'Airbus, ça a été la volonté d'avoir une gamme complète d'avions. Très souvent, il y a eu le discours, pourquoi ne pas se concentrer sur la 320, comme a fait Douglas avec le DC-9, qui en fait a conduit à sa perte et les a conduits à être repris par Boeing. Il y a eu au niveau d'Airbus cette volonté d'être un avionneur en capacité de livrer la gamme complète d'avions. L'excellence technique, l'excellence industrielle et aussi l'excellence commerciale, avec un vendeur hors pair, le directeur commercial qu'on a eu pendant 30 ans, John Lee, est un élément important. L'autre élément clé, ça a été la volonté d'être considéré par le marché comme étant un acteur avec la parité avec Boeing. C'est quelque chose d'essentiel pour avoir les mêmes conditions économiques de la part des fournisseurs et aussi des banques, des organismes de financement. Depuis le début, notre argument, c'était Big Boeing, avec l'objectif que le marché nous perçoive comme étant à égalité pour qu'on puisse bénéficier des mêmes avantages, des mêmes privilèges que pouvaient bénéficier la banque. Et un souci constant de disposer d'un soutien politique fort avec les outils adaptés. Je passe parce que ça serait trop long, mais les avances remboursables, les garanties d'exportation, des couvertures de change, il faut les outils qui vont. Bon, en 2000, il est décidé de créer EADS pour fusionner les quatre sociétés. Là aussi, nos amis anglais vont se différencier puisqu'ils seront d'accord pour intégrer que la partie aviation commerciale et EADS, ça sera trois partenaires, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, sauf pour la partie avion, les Anglais à hauteur de 20%, avec un engagement qu'ils avaient pris de pouvoir vendre leurs actions, ce qu'ils feront très rapidement. Je passe sur cet élément, puisque je voudrais qu'on ait un peu plus de temps pour parler de l'avenir. Quelle est la situation du transport aérien avant la crise Covid? Eh bien, on était arrivé à un marché duopolistique Airbus-Boeing, avec bien sûr une volonté chinoise de devenir un acteur significatif, mais c'est un marché qui aujourd'hui est un marché de duopole, mais un marché qui, malgré ce fait qu'il soit un marché de duopole, est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Sur chaque affaire, il y a des bagarres très fortes au niveau prix, au niveau conditions contractuelles entre Airbus et Boeing, pour une simple raison, c'est que Boeing ne veut pas admettre que Airbus, que l'Europe est à parité avec les États-Unis. C'est un élément politique fort, un élément politique constant,
En général, lorsqu'il y a des duopoles, les parties se mettent d'accord pour avoir, de manière implicite, puisqu'il y a le droit des affaires, bien sûr, qui impose d'avoir des accords, mais il y a des valeurs au-dessous desquelles on ne va pas. Ce n'est pas le cas dans l'aéronautique, parce que sur chaque affaire, eh bien, en particulier pour des raisons politiques, Boeing, les Américains ne veulent pas laisser la place libre aux Européens, et chaque affaire est une bagarre significative. Mais aujourd'hui, on est arrivé donc à une situation de quasi-parité, avec un certain avantage au niveau des courts moyens courriers pour Airbus avec la famille 320, et reconnaissons-le, un certain avantage pour Boeing au niveau des longs courriers, avec en particulier le 777, qui a eu un beau succès, et aussi le 787. Un élément qu'il faut observer dans la bataille actuelle, c'est que au niveau de Boeing, 30% du chiffre d'affaires de la société vient de la défense. Alors que, et on est large, au niveau d'Airbus, on est à 15% de notre chiffre d'affaires. Et on le sait, les marges dont dispose Boeing grâce au marché militaire sont très significatives et permettent à Boeing de financer une grande partie de son innovation et de sa R&D. Un autre élément important du paysage aéronautique, c'est que à cette démarche qui a conduit à avoir un duopole, eh bien, cette compagnie a été accompagnée d'une démarche du même type avec des fournisseurs, avec beaucoup de consolidation. Le plus notable, ça a été le rachat de Rockwell Collins par UTC pour 34 milliards de dollars. Et aujourd'hui, donc, il y a eu une consolidation de ce qu'on appelle les tier one, des grands fournisseurs d'aérostructures, d'équipements au niveau de l'aéronautique. Cette consolidation est un élément important puisqu'aujourd'hui, les avionneurs ont face à eux des équipementiers, des acteurs qui sont en capacité de leur tenir tête, ce qui pose certaines difficultés. Un élément important, lorsque l'on regarde le marché juste donc avant la crise du Covid, c'est que c'est un marché qui depuis plus d'une trentaine d'années, une caractéristique qui est remarquable, c'est que c'est un marché qui a une élasticité de 2 par rapport à l'évolution de la richesse mondiale. C'est-à-dire que lorsque la richesse mondiale, ce qu'on appelle le GDP, évolue de 1%, eh bien, le transport aérien évolue de 2%. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'industries qui ont cette élasticité de 2. Très souvent, on est sur des élasticités d'1,1, 1,2 dans les meilleurs des cas. Et par contre, au niveau de l'aéronautique, on a constaté donc cette constance qui a été régulièrement portée par des pays qui ont développé leur transport aérien. Il y a, je lisais récemment, au niveau en Chine, il y a 30-40 ans, eh bien, en moyenne, un Chinois volait tous les 100 ans. Aujourd'hui, un Chinois vole en moyenne tous les 5 ans. Un Américain fait 1,2 vol en moyenne par an. Donc on voit cette tendance et cette volonté qu'ont les gens de se déplacer, que ce soit pour les affaires personnelles, pour les affaires économiques. Lorsque la richesse se développe dans un pays, eh bien, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une volonté de voyager, une volonté de bouger qui développait de manière significative le transport aérien. J'avais eu, lorsque j'étais encore à Airbus, l'occasion de discuter avec le président d'une compagnie aérienne indienne. Il nous disait, moi, aujourd'hui, je serai en capacité d'introduire un avion, on a 320 par mois, tellement on a de croissance du trafic aérien en Inde. Parce qu'il y a une aspiration des gens, un besoin des gens de se déplacer. La prévision qu'on avait en 2019, c'était 42 700 avions à vendre dans les 20 ans à venir, dont 31 300 monocouloirs. Ce marché, c'était bien sûr le marché de nouveaux avions et une partie du marché de remplacement des avions actuels. Ce qu'on a constaté aussi, c'est une segmentation croissante du marché avec les compagnies low cost qui ont pris de plus en plus de poids et aussi des acteurs très importants qui contrôlent aujourd'hui plus de 40% du marché, qui sont les sociétés de leasing. Les compagnies aériennes, eh bien, opèrent une partie de leurs avions en propre,
mais ont aussi une partie de leurs avions qui sont des avions qui sont en location et qui leur permettent d'assurer l'adaptation de leur capacité en fonction du marché. Ils ont des rotations sur tous les ans, ils ont des avions pour lesquels soit ils renouvellent, soit ils ne renouvellent pas les leasings. Et ce sont ces opérations qui leur permettent de disposer de flottes à la taille de leur marché. Un élément important qui est toujours d'actualité, qui va l'être encore plus dans les années à venir, c'est la forte sensibilité du marché à la performance économique. Lorsqu'un avionneur met en service un avion qui a des performances économiques significativement meilleures que la génération précédente, eh bien, les compagnies aériennes ne peuvent pas se permettre de ne pas disposer rapidement de cet avion. Une compagnie aérienne, dans l'état du marché concurrentiel, ne peut pas laisser ses concurrents disposer d'avions qui ont des performances économiques sensiblement supérieures aux leurs. Les marges que font les compagnies aériennes ne sont pas importantes et donc il est essentiel pour elles de veiller à disposer des meilleurs outils, de meilleurs contenus. C'est ce qu'on a vu avec la 320 Neo, où lorsque l'avion a été mis en vente, avec une amélioration de la performance économique, en particulier liée à la consommation qui était meilleure de 14%, par rapport à la famille précédente, eh bien, il y a eu très rapidement un engouement, plus qu'un engouement, un besoin des compagnies aériennes de passer rapidement commande, d'autant que les capacités de production sont limitées et que des compagnies aériennes qui ne commandent pas rapidement leur avion, ça veut dire qu'elles auront des livraisons dans des délais tardifs, 5-6 ans, et elles auront à supporter pendant ces périodes-là une concurrence qui aura des armes plus affûtées que les siennes pour gagner le marché. Voilà. Un élément aussi donc du paysage aéronautique, c'est la sortie du marché des quadri-réacteurs, puisqu'un biréacteur est 30% plus économique qu'un quadri-réacteur. Et là, c'est un élément de réflexion que je souhaite partager avec vous. Une des raisons qui a fait qu'on a lancé des quadri-réacteurs, je mets de côté la 380, mais je pense en particulier à la 340, c'est qu'on n'a pas cru que des biréacteurs pourraient avoir la fiabilité au niveau des moteurs qu'ont les biréacteurs. Et ça a été une erreur qu'a commise Airbus. Boeing, avec le 777, s'est bagarré pour avoir ce qu'on appelle des ETOPS à 380 minutes, c'est-à-dire la possibilité de voler avec un moteur en 380 minutes. Avec ça, ils pouvaient faire toutes les routes que faisait la 340. Et grâce à cet avantage qui est lié à des capacités de maintenance des moteurs on condition qui ont montré leur pertinence, et on verra tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la conception des nouveaux avions, eh bien, ils ont été en capacité de sortir du marché la 340. Aujourd'hui, il n'y a pas de quadri-réacteur sur le marché. Alors, quelle était la situation pré-crise, si on regarde Boeing? Une famille d'avions qui est la famille 737. Donc, je rappelle le premier modèle, le modèle de base. Après, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais la conception de base, et qui reste aujourd'hui un handicap pour Boeing, c'est une conception des années 60. Quel est le handicap du 737 et qui a permis à la 320 d'être plus performant? C'est que le 737, passez-moi l'expression, il est court sur pattes. Et donc, au niveau des moteurs, il ne peut pas avoir des moteurs à large diamètre, des moteurs, ce qu'on appelle à fort taux de dilution. Et lorsque vous voyez un 737, ils ont été obligés de raboter le bas de la nacelle pour pouvoir rentrer ces moteurs plus performants. Et le problème qu'ils ont rencontré avec le 737 MAX est lié à cette difficulté. C'est ce qui les avait conduits à devoir repositionner le moteur pour mettre un moteur plus performant en capacité de concurrence des A320 Neo. Et c'est ça qui les a conduits donc à devoir modifier le domaine de vol de l'avion et d'installer des systèmes dont on a vu qu'ils n'étaient pas aux normes nécessaires et qui ont conduit à 2 crashs et donc à immobiliser l'avion. Cet avion a été réautorisé de vol en décembre 2020. Aujourd'hui, on a vu que Southwest Airlines a commandé 100 avions, mais Boeing dispose de 400 avions sur ses parkings. Il est clair qu'ils vont faire des conditions très, très intéressantes pour les liquider.
la question qu'il y a derrière, c'est comment va réagir le marché à ces avions-là. Un avion, lorsque la confiance disparaît, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas évident de la restaurer. Il dispose à côté de la famille 787, qui a été un avion, c'est un avion qui marche très bien et qui a été, qui répond à un concept, c'est le concept du point à point. C'est un avion qui est fait pour relier des villes moyennes entre elles, contrairement au concept qu'on appelle hub and spoke, qui était la base de la stratégie A380, où on considère que les passagers vont pouvoir être regroupés sur des grandes plateformes. Et là, ce sont des gros avions qui pourraient les amener sur d'autres grosses plateformes et de là être dispatchés. L'expérience a montré que les passagers apprécient le point à point. Et puis, il y a la famille 777, avec un nouvel avion qui a quelques difficultés de certification, mais dont on ne doute pas qu'il sera performant, que Boeing sera développé, et dont l'objectif est 12% de consommation en moins par rapport au 777 actuel. C'est un avion qui a une très grande voilure, qui sur 5 mètres, les ailes pour pouvoir manœuvrer sur les aéroports se relèvent, les modèles se relèvent sur 5 mètres en modèle. C'est un concept innovant qui va permettre à Boeing d'avoir un avion très concurrentiel. Au niveau d'Airbus, on dispose d'une famille A320 qui est très performante, qui est très appréciée par le marché, avec en particulier la 320 Neo qui a fait un tabac, en particulier grâce à ses performances économiques et à la fois donc à ses moteurs plus performants et à des améliorations aérodynamiques qui ont été portées à l'avion. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a un avion dont on attend beaucoup, c'est la 321 XLR, c'est-à-dire c'est un A321 sur lequel est rajouté un grand réservoir sur la partie arrière et qui va permettre d'avoir un range de 8700 km avec 240 passagers. Et c'est un avion donc monocouloir qui va être en capacité de concurrencer des avions plus grands. Et aujourd'hui, le marché répond très favorablement à cette machine. Dans le paysage, il faut noter que la famille A320 génère de l'ordre de 70% des revenus d'Airbus. La vache à lait de notre famille d'avions, c'est la famille A320. La famille A320 a été complétée par l'achat de la C-série de Bombardier qui permet de couvrir la gamme inférieure des avions monocouloirs et qui permet aussi de protéger les prix de la famille A319-320. Lorsqu'on négocie avec des compagnies aériennes et que la concurrence est des avions plus petits, eh bien les compagnies aériennes ont toujours tendance à dire « moi j'ai besoin d'un avion plus petit ». Et donc, on est obligé de négocier pour répondre à ce soi-disant argument. Quand on a un avion plus petit, si la compagnie aérienne nous dit eh bien, on veut un avion plus petit, eh bien, prenez le modèle plus petit. Et c'est là où ils disent non, on veut l'autre parce qu'une compagnie aérienne a toujours intérêt à avoir une capacité de croissance avec ses avions. Voilà. Voilà. La famille A330 Neo est une famille qui semble en fin de vie, qui a permis de développer un avion sur lequel j'ai été directeur du programme, c'est la 330 MRTT. On a développé une version ravitailleur qui vient être retenue par le Canada, qui est une très très belle machine, qui est génératrice de revenus significatifs. Mais aujourd'hui, la 350 fait ombre à la 330, y compris la 330 Neo, mais pour l'instant, il reste bien. Donc, on a vu l'histoire de l'aéronautique avec les éléments clés et on voit aujourd'hui, avant la crise Covid, quel est l'état des deux principaux industriels que sont Boeing et Airbus. Et là, il y a la crise Covid qui arrive, une crise sans précédent. Donc, on a vécu beaucoup de crises. On a vécu la crise 2008, la crise 2001. Je me souviens au moment où les Boeing rentraient sur les Twin Towers. Donc, ça a été très significatif quand même au niveau du transport aérien. À chaque fois, ça s'est remis. Là, la crise Covid est une crise qui est largement au-dessus de tout ce qu'on a vécu, ce qui se dit, ce qui s'échange, c'est que cette crise, c'est quasiment la somme de l'ensemble des crises qu'on a reçues précédemment. L'année 2020, c'est 60% de passagers en moins qu'en 2019. C'est 18 000 avions cloués au sol. C'est énorme. Et ça a été
160 milliards d'aides injectées par les États aux compagnies aériennes, et on considère qu'il va falloir encore injecter de l'ordre de 70 à 80 milliards. Récemment, vous avez peut-être pu entendre que la France commence à ouvrir son portefeuille pour aider Air France. Donc c'est une crise sans précédent, mais c'est une crise qui va aussi être une crise révélatrice de rupture que doit rencontrer notre industrie aujourd'hui, et sur lesquelles je vais revenir. À cette crise, les avionneurs et les fournisseurs, qu'on n'aime pas, ont eu une seule stratégie viable. La première, ça a été de préserver la trésorerie. Il y a une expression que les Américains utilisent régulièrement, cash is king. Lorsqu'on est dans une situation difficile, ce qu'il faut, c'est préserver la trésorerie pour pouvoir tenir le temps que le marché se retourne et qu'on puisse adapter l'outil de production. C'est ce qu'a fait Airbus, c'est ce qu'a fait Boeing. Ça entraîne à se concentrer sur les priorités. C'est douloureux. Ça entraînait des suppressions d'emplois, mais c'est la seule règle qui permet derrière de pérenniser l'entreprise, de passer la crise et de pouvoir ressortir, si possible, plus fort. Et une sortie de crise, ça se prépare et c'est le sujet qu'on va aborder maintenant. Alors, cette sortie de crise, je le dis, donc il est clair que beaucoup d'avions ne revoleront pas parce qu'il va y avoir une discrimination sur l'économie, l'efficacité des avions. Seuls les avions qui ont une bonne efficacité économique vont revoler. Les autres sont d'ores et déjà, pour beaucoup d'entre eux, en train d'être coupés en morceaux, détruits, pour être utilisés comme pièces de rechange. Les SOR, les compagnies de leasing en sont parfaitement conscientes et déjà, donc, dans les différents sites où sont stockés des avions, eh bien, les avions les moins économiques sont en train de commencer à être détruits. Et ça va créer un bouleversement sur le marché des rechanges, sur le marché de la prévente. Mais bon, ça serait trop long d'en parler ici. Donc, l'autre élément qui est important, c'est que il y a trois questions qu'il faut se poser aujourd'hui à cette sortie de crise. La première, c'est est-ce que le marché du transport aérien est mort ou est-ce que c'est un marché qui va être résilient? La deuxième, c'est quels sont les produits qui vont être adaptés à cette sortie de crise, à court terme et à moyen long terme, et quels vont être les acteurs structurants. Lorsque il y a différentes études qui sont menées, il y a eu différentes conférences, différentes publications, et je crois que chacun s'accorde à considérer que le marché du transport aérien est un marché qui a vocation à rester pérenne. Et on le constate où on voit qu'aujourd'hui en Chine et globalement en Asie, eh bien, le transport aérien a repris les valeurs qu'il avait avant la crise. Et aux États-Unis, le marché revient très fort. On considère peut-être que, compte tenu en particulier, j'y reviendrai après, de certaines réactions contre le transport aérien, que ce transport aérien va diminuer en termes de croissance. Des études prévoient à l'horizon 2050 que la croissance annuelle devrait être en moyenne, entre maintenant et 2050, de passer d'une prévision de 6% annuelle en moyenne à 4% en moyenne. Il est très probable qu'avec l'émergence des outils informatiques, il va y avoir une diminution des voyages d'affaires, mais chacun s'accorde à considérer que les vols liés au tourisme et aux besoins personnels, au contraire, auraient vocation à s'améliorer. Il est intéressant de comparer les analyses qui sont faites sur ce secteur avec les analyses qui sont faites par les grands groupes hôteliers, parce qu'ils ont les mêmes problématiques et les analyses convergent. On est sur ces mêmes visions. Donc, aujourd'hui, le transport aérien a encore un bel avenir devant lui. On est dans une situation difficile, mais derrière, il y a des perspectives qui sont solides, qui se dessinent. Le trafic moyen courrier devrait reprendre plus rapidement que le trafic long courrier, pour les raisons évidentes donc de précautions sanitaires qui ont été prises par les pays, de fermeture des frontières. Et la famille A320 est bien placée par les produits actuels et aussi par l'arrivée sur le marché en 2023 de la 321 XLR.
Au niveau du marché, on peut se poser la question, je l'ai dit tout à l'heure, de sa réponse au 737 MAX. Et la question, c'est est-ce que Boeing ne sera pas conduit à lancer un nouvel avion? Ils ont un projet dans leur carton qui s'appelle New Midsize Aircraft, avec un objectif de gain d'exploitation par siège de 30 à 40%. Il est important de noter qu'aujourd'hui, dans la conception des avions, il y a des réservoirs d'efficacité qui sont très significatifs. Je le disais tout à l'heure, la conception de base du 737 est une conception des années 60. La conception de base des avions de la famille A320 est une conception des années 80. Il y a eu des améliorations, mais les calculs de structure, les moyens dont on dispose aujourd'hui pour repenser les structures, les redimensionner, permettent d'avoir des potentiels d'amélioration très significatifs. Que ce soit au niveau des structures elles-mêmes, mais aussi au niveau de leur utilisation, comme par exemple la possibilité maintenant, raisonnablement, d'envisager des avions pilotés par un seul pilote, ce qu'on appelle le Single Pilot Operation. Et aujourd'hui, il y a des travaux très importants qui sont faits par Airbus sur cela. Boeing fait la même chose. Et aujourd'hui, la faisabilité est quelque chose qui est acquise. Donc, il est clair qu'un avionneur qui sortira un nouvel avion mettra sur le marché un avion qui aura un avantage concurrentiel significatif, qui obligera la compétition à réagir rapidement et immédiatement. Et aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est des visions donc, de conception qui ne seront plus des conceptions séquentielles, conception de l'avion, industrialisation, maintenance. Il faut aujourd'hui qu'on soit en capacité de concevoir un avion qu'on va produire et qu'on va maintenir efficacement. Ce sont des visions qu'il faut avoir globalement, dès le début, avec des méthodes de travail qui sont des méthodes par itération et non pas des méthodes, ce qu'on appelle en cascade. Donc aujourd'hui, un des enjeux des avionneurs, c'est aussi de repenser à la manière ou méthodologie de conception de nos produits. De la même manière que quand on a créé Airbus, il fallait l'outil qui valait bien. Aujourd'hui, il faut que les industries soient en capacité de mettre en place les outils pertinents pour développer efficacement les avions de demain. On ne peut pas parler des avions de demain sans avoir à l'esprit l'enjeu écologique. Cet enjeu écologique, c'est un enjeu qui est reconnu par tout le monde, hein, c'est un enjeu qui est significativement prouvé. Mais c'est un enjeu sur lequel je considère, enfin, mais c'est pas moi, enfin, je suis pas, on n'est pas dedans, sur lequel il faut éviter tout dogmatisme et sur lequel il faut garder une grande lucidité. Il ne faut pas perdre de vue que le transport aérien, c'est 2% des émissions mondiales de CO2. Que la consommation par passager a été divisée par 4 en 50 ans. C'est-à-dire que les efforts d'amélioration de la productivité, de diminution de consommation de carburant des avions est dans les gènes même de notre industrie, puisqu'on veut constamment proposer des avions plus économiques aux compagnies aériennes. Donc, il y a aucune raison de stigmatiser cette industrie. Et il faut être aussi lucide, l'aéronautique en France, c'est 435 000 emplois directs. On considère qu'avec les emplois indirects, on parle d'1 million d'emplois en France. La filière aéronautique est une filière d'excellence de la France et il est important de veiller à ce qu'on la préserve parce que c'est bien beau d'avoir des dogmes très généreux sociétalement, si on n'est pas capable d'assurer la viabilité économique de notre industrie, de notre modèle social, eh bien, on sera tous bien embêtés. Et il est important de voir quels sont les poids respectifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être responsable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner le mouvement. Et ce mouvement, il est accompagné. Et il faut le faire avec lucidité et je dirais même intelligence. L'enjeu écologique, au niveau de la filière aéronautique mondiale, il est intégré. Et il y a quatre grands axes de travail, sachant que l'objectif, c'est en 2050 de diviser par 2 les émissions de carbone par rapport à 2005. Donc ça sera fait par l'amélioration des performances opérationnelles au niveau des approches, des décollages, des opérations d'avion. Il y a beaucoup de progrès qui sont possibles
avec en particulier de nouvelles méthodes d'automatisation du trafic aérien, à l'amélioration des performances techniques à la conception des avions. Je le disais tout à l'heure, il y a un réservoir très important pour réduire les masses des avions, pour améliorer leur empreinte écologique, pour aussi avoir des produits qui rentrent dans l'économie circulaire. Par exemple, le développement des thermoplastiques est quelque chose qui permet de récupérer 80% de la structure d'un avion. Et au niveau donc des carburants, au niveau de l'énergie, il y a un gros effort qui est fait sur le développement des biocarburants durables, ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aeronautical Fuel. Et puis, il y a un programme qui s'appelle le programme Corsia de compensation des émissions de CO2. C'est un programme qui marche très fort. Ce que je veux dire, c'est que l'aéronautique intègre cette nécessité de rentrer dans l'enjeu climatique. Mais la vision qui me paraît devoir être, c'est une vision de lucidité. Il y a des secteurs où il est plus facile, où il est plus pertinent de viser des économies d'énergie, alors que l'aéronautique, par essence, a besoin, si j'ose dire, pour le sujet qui nous intéresse, d'avoir des énergies qui sont en capacité de livrer beaucoup de puissance dans des volumes faibles. Alors, il y a aujourd'hui un mouvement qui a été initié par nos ministres, par notre gouvernement, sur lequel ils mettent beaucoup d'argent. C'est l'avion à hydrogène. C'est un pari. Donc, il y a une équipe de quasiment 1000 personnes qui est en train d'être mise en place dans Airbus pour travailler là-dessus. Mais c'est un pari sur lequel il faut être conscient des enjeux. Alors d'abord, l'hydrogène, ça sera obligatoirement de l'hydrogène liquide, puisque l'hydrogène gazeux nécessiterait un volume qui n'est pas envisageable pour l'aéronautique. Il y a une étude qui a été faite pour la 320 par le CORAC, où on disait un avion électrique, si on veut faire un avion électrique, la masse des batteries, c'est la charge marchande d'un A320. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune charge marchande. Si on fait un avion hydrogène, tout le volume devra aller pour l'hydrogène. C'est l'enjeu, c'est le résultat des calculs. Donc, au niveau de l'hydrogène, on peut envisager l'hydrogène sur l'avion, mais l'hydrogène liquide, donc un hydrogène à moins de 153 degrés Celsius. Donc, on peut se poser la question des infrastructures au niveau mondial qu'il faudra pour alimenter, mettre ça en place. Et on voit les difficultés qu'on a avec les vaccins Pfizer à moins 80 degrés. Si vous prenez une fusée Ariane 5 avec les moteurs Vulcain, la puissance des moteurs Vulcain, c'est grosso modo la puissance, un peu plus que la puissance des A350 000 et des 777. Ce sont, vous voyez la taille du réservoir qui donne la taille de l'énergie qu'il faut mettre. Le moteur vole 10 minutes. Il marche 10 minutes. Un avion long courrier, il faut au moins 10 heures. Donc vous voyez l'enjeu au niveau de l'énergie. Lorsque la fusée Ariane décolle, il faut s'assurer qu'il n'y a pas la moindre trace de liquide, d'humidité dans les réservoirs, parce qu'à moins de 150 degrés, ça fait des paillettes, et ça vient obstruer tout ce qui est injecteur. Voilà. Il faudra voir l'acceptabilité par le marché et dans le temps de cette transition. Il est clair qu'aujourd'hui, si on veut à l'horizon 2050 que l'aéronautique tienne ses objectifs en termes de carburant, on ne peut pas imaginer à cette date avoir remplacé tous les avions par des avions à hydrogène, si tant est qu'on en arrive à en certifier un dans les temps qui va bien. Donc, un axe important, ce sont les avions avec les SAF, ce sont des biocarburants qui permettent donc d'avoir aucune émission de NOx ou de CO2. Le seul problème aujourd'hui de ces carburants, c'est qu'ils sont 4 fois plus chers que le kérosène. Et donc, il y a un enjeu industriel fort pour arriver à développer des carburants économiquement viables. Alors, vous allez me dire, et l'électricité est considérée comme marginale. L'électricité, on pourra s'en servir sur les moyens courriers, sur les courts courriers, même pas sur les moyens courriers, les courts courriers sur les petites distances, mais à partir des moyens courriers ou sur des distances au-delà de 1000 km, le poids, la masse des batteries fait que c'est une solution qui n'est pas viable. Donc, pour les distances courtes, pour éventuellement les taxis volants, des choses comme ça, petites distances, c'est éventuellement envisageable, mais
toutes les études montrent que ce n'est pas une solution réellement solide parce que aujourd'hui la masse des batteries est telle que avec l'effet boule de neige sur un avion, on n'arrive pas à produire un avion compétitif avec de l'électricité. Voilà. J'entends des gens qui critiquent l'aéronautique, mais voler, rapprocher, découvrir le monde, c'est ce qu'a permis notre industrie aéronautique. Je crois qu'on a le devoir, on a le droit d'être fier d'avoir travaillé sur cette industrie. Et notre enjeu, c'est de perpétuer cette mission dans le respect de la planète, mais aussi en veillant à se faire respecter. Les gens qui travaillent dans l'industrie aéronautique ne sont pas des bandits qui ne pensent qu'au profit. On a une vision très humaniste de notre rôle, de rapprocher les peuples, de faire que les gens se rencontrent, se voient, découvrent des espaces. Je pense qu'il faut se méfier des discours qui stigmatisent des industries et des personnes qui travaillent. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'étais plus long que prévu, mais c'est un sujet, vous l'avez vu, qui m'enthousiasme et qui fait que je me parle brièvement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fontaine. Merci aux participants pour les nombreuses questions. Donc, je vous propose, on va commencer avec quelques questions. Si au niveau du timing, on est un petit peu serré, puisqu'on a déjà quand même un petit peu dépassé, ne vous inquiétez pas. Toutes les questions qui vont être posées seront répondues à l'écrit, avec la sympathique proposition de Monsieur Fontaine, justement, de se repencher sur les questions. Donc, on vous rediffusera après les différentes réponses. Alors, je vais essayer de partager, ce que je le fais en temps réel. Hop. Alors, Florent, je peux partager mon écran normalement. Vous ne pouvez pas partager le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage son écran. Alors, Monsieur Fontaine, ouais, voilà, si ça vous dérange pas, vu que comme ça je mets les questions en plus grand écran. Hop, hop. Vous devriez voir mon écran. Oui. Alors, une question de Monsieur de Buff. Je vais les lire au cas où si certains ont un problème de vidéo. Pensez à bien mettre votre nom, votre prénom, comme je vous avais demandé en début de séance, s'il vous plaît. Une excellente conférence. Le trafic aérien américain est quasiment revenu au niveau. Quelle date envisage-t-on pour l'Europe? Question de Monsieur Pierre Buffet. Voilà, Guillaume Faury s'est exprimé là-dessus. On parle de 2023, de 2024. Mais je crois que c'est très difficile de prévoir. Il est clair que la vaccination, le comportement des citoyens européens sera un élément déterminant. Aujourd'hui, on parle de 2023, 2024, mais ce sont des choses, moi ce que j'ai vu, c'est que ça peut bouger très vite. Parce qu'on est sur des domaines où c'est la confiance qui est importante. Quand la confiance revient, eh bien, le trafic aérien suit. La question suivante, également de M. Pierre Buffet. Les marges de bénéfices grâce au département militaire chez Boeing ont été à l'origine de la survie de Boeing suite à la crise du B737 MAX. N'y a-t-il pas concurrence déloyale par l'assistance du gouvernement américain par des commandes gonflées à l'occasion? Mais, cher monsieur ou madame, je ne sais pas, vous avez… Monsieur, c'est Pierre Buffet. Bon, Pierre Buffet, vous soulevez un élément essentiel qui nous oppose, qui oppose l'Europe et les États-Unis depuis des années dans le WTO, à l'OMC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains nous reprochent, alors j'en ai pas parlé longuement, ce qu'on appelle les aides remboursables. C'est-à-dire qu'on a des avances remboursables pour développer les avions. Et ça fait des années, c'est moi l'expression, que les Américains nous emmerdent avec ça, alors que c'est marginal. C'était très important, parce qu'on a lancé Airbus, d'avoir cette avance remboursable. Maintenant, on se finance sur les marchés, on n'a pas besoin d'avance remboursable. Alors que les Américains, en particulier avec les subventions liées aux militaires, ont des avantages économiques très significatifs, en plus d'avantages fiscaux. Et donc, c'est ce qui a conduit Trump, dans un premier temps, donc sur une décision de l'OMC, à taxer
nos avions et taxer d'autres éléments de notre industrie, de l'industrie européenne. Et vous avez vu qu'il y a une autre décision qui a été prise par l'OMC qui nous a conduit aussi à taxer les produits américains et les avions. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a une dissymétrie, et je l'ai vécu puisque j'étais en charge des ravitailleurs et en particulier de la campagne qu'on a fait aux États-Unis, qu'on avait gagnée avec les A330 MRTT, et puis après qui a été cassée par à l'époque Barack Obama. Aujourd'hui, le budget de la défense américaine, c'est 750 milliards de dollars. Et c'est de l'argent qui se répartit dans un syndicat, c'est moi l'expression, de gros industriels dont Boeing fait partie. Et donc, oui, il y a une concurrence déloyale. Le marché militaire américain finance une grande partie de la recherche et développement de Boeing. Mais ça, les Américains disent non, il y a un firewall entre le militaire et le civil. Il n'y a que qui y croient, s'ils y croient vraiment. Merci. Encore une question de M. Buffet qui a été très productif au niveau des questions. La Chine va développer son aéronautique, moteur et cellules. Quid de l'avenir de l'industrie européenne face à l'aviation bashing de la part de nos chers amis de EELV? Bon, vous avez compris qu'on partage le même souci, c'est que dans un premier temps, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se fasse respecter. Je vais commencer avant de travailler en aéronautique, je vais travailler chez IBM. Ils avaient une phrase que j'aimais bien, c'est on contourne un homme debout, on marche sur un homme couché. Alors, dans un premier temps, notre rôle, notre mission, notre devoir, c'est de défendre notre industrie avec énergie, avec vigueur, avec compétence. Hein, on n'est pas, il ne s'agit pas de vendre de la daube. Hein, c'était le premier point. Donc, face à toutes ces campagnes de dénigrement, la première réponse qu'on a, c'est une réponse de fermeté, une réponse de dignité, une réponse argumentée pour défendre notre industrie.